aujourd'hui, il y aura plusieurs prises de parole. Le combat continue. Vous avez vu que la réunion qui va se tenir en Égypte, il y aura effectivement Tony Blair, qui est un colonialiste renommé, pour représenter la Grande-Bretagne, mais il n'y aura aucun représentant de la Palestine. La flottille, comme vous l'avez vu, a été arrêtée en dépit du droit international. Les députés français n'ont pas été soutenus par le Quai d'Orsay. On en a obligé certains à saluer le drapeau israélien. La Palestine, c'est aux Palestiniens de décider et non pas aux colonialistes réunis en Égypte avec la participation de Macron. De même manière que Macron a laissé piétiner et battre des gendarmes français par l'armée israélienne. Il n'a pas défendu ses députés, ils ont laissé piétiner le drapeau français et aujourd'hui, en France, cela effectivement est un crime. Merci d'être là et de tous là. Papa d'Ibrahim qui vit dans la bande de Gaza. La guerre à Gaza a cessé, le sang a cessé, la destruction, la peur et la terreur ont cessé. Et la tristesse plane toujours sur la population de Gaza. Certains ont perdu des proches. D'autres ont perdu leurs maisons et leurs usines. D'autres encore leurs fermes et leurs bureaux. C'est la sale guerre. Une guerre d'extermination contre le peuple palestinien qui rêve de paix, de sécurité et de justice. À bientôt, mes chers amis. Vous le savez, le grand artisan de ce plan de paix qui doit être signé demain, c'est Donald Trump. C'est ironique, hein. Donc je voulais vous lire quelques bonnes feuilles de ce bouquin de Dominique Hédé, qui est une essayiste franco-libanaise, qui a écrit La mort est en train de changer. Je ne peux pas m'empêcher de vous lire ce qu'elle a écrit concernant Trump. Trump est ce qui reste d'un bolide qui pourrait arriver en tête à brûler le paysage. Enfant roi du sexe et de l'argent, il est mu par un désir dévorant de soi. Soit ne recouvrant dans le cas précis qu'une masse de pulsions changeantes au socle amovible. Ce vide à la petite fauve, autopromu empereur, est un lieu de transfert idéal pour les libidos qui n'ont plus nulle part où aller. Elles y trouvent tout ce qu'il faut de gestes et de paillettes pour entrer dans l'illusion d'un monde refait de A à Z. Un monde où la puissance de l'image se suffit à elle-même et réunit par le bas les instincts de survie. Pièce rapportée d'une faillite générale, sa mégalomanie agit en aimant sur tout ce qui rêve d'avoir sa fortune, son absence de scrupules, sa cour de femmes et de ministres, au sourire activé par lui, pour lui. Ses postures, ses discours, ses retournements ont tout d'une pratique sexuelle où l'autre n'est jamais qu'un objet. Plus il avance en âge, plus ses emballements à retournement sont dangereux, car son appétit sans borne risque fatalement de se heurter chaque jour davantage à ce qu'il ne lui répond plus, à ce qu'il ne commande plus. Ce sera une erreur de voir en cet homme sans vocabulaire un accident de l'histoire. Il n'incarne pas l'accident, il en est le triomphant et charismatique survivant. Il est le peu qui reste de la langue une fois le langage écrasé. Il a thésaurisé sur les décisions qui ont produit la collision et il se ressource au fur et à mesure qu'il détraque ce qui l'encombre. Aujourd'hui, Trump ramasse plus ou moins la mise, et encore. Au prix de combien de recul, d'échecs recyclés et pour combien de temps? Qu'il dure ou qu'il disparaisse, son nom est d'ores et déjà entré dans le livre noir des États-Unis, dans l'histoire de la mégalomanie, dans celle de la collaboration et de la capitulation. Peut-on parler de mégalomanie psychotique dans le cas de Trump? Oui et non. Oui, dans la mesure où il est seul à bord de l'espace grandiose, primitif et fluctuant qui est le sien, ne rencontrant apparemment aucune difficulté à l'imposer au reste du monde et ne se laissant pas démonter par ceux et ceux qui s'opposent à lui. Il est en ce sens un raccourci en chair et en os du monde humain actuel, dont on ne cesse d'observer qu'il perd contact lui aussi avec la réalité. C'est d'ailleurs à ce monde déboussolé qu'il doit d'avoir été élu. Contrairement à Hitler ou Staline, Trump n'a que lui pour parade. Lui et l'argent. Pas d'idéologie, pas de prétexte, pas d'écran derrière lesquels se tenir. Hannah Arendt écrit à ce sujet que la terreur exercée par le totalitarisme ne se déchaîne pas au profit d'une volonté arbitraire ou du pouvoir despotique d'un homme contre tous, encore moins d'une guerre de tous contre tous. Donc, quelques nouvelles de Gaza. Donc aujourd'hui, aucune aide alimentaire n'est arrivée à Gaza. La seule façon de se nourrir, c'est le marché noir. C'est des vivres qui entrent de façon clandestine, mais il n'y a aucun des camions, des stocks énormes qui sont stockés à la frontière qui sont passés. Il n'y a rien sur la santé, pas de lit, rien. L'armée israélienne est toujours très présente. Le Hamas va-t-il désarmer? Pas sûr. Donc il y a toujours des drones qui se promènent au-dessus des têtes des Gazaouis. Donc les Israéliens sont toujours très présents. Sinon, demain normalement, c'est la fin de la libération des otages du Hamas et des prisonniers palestiniens. Sur les 250 qui devaient être libérés,
195 vont l'être et on ne va pas, si je ne me trompe pas, libérer ceux dont on attend le plus la libération, c'est-à-dire ceux qui sont libérés depuis très très longtemps. Donc on a de quoi être inquiet. Il n'y a pas d'engagement, Israël ne respecte pas ses engagements pour l'instant. Souvenez-vous du mois de janvier, on était tous un peu comme aujourd'hui, super, c'est la paix, c'est le cessez-le-feu, et 2 jours après les bombes vont recommencer. Donc il va falloir être extrêmement vigilant. Jean-Arnaud Derens, au Courrier des Balkans, a publié sur Mediapart et sur d'autres médias son analyse. Pour lui, c'est la balkanisation à Gaza bientôt qui se prépare, avec une situation inextricable des forces de l'ONU, des guerres internes, des guerres civiles. Donc moi j'avais écrit un truc il y a longtemps, puis je me suis dit que j'allais le dire. Donc aujourd'hui c'est un grand espoir de paix qui est né cette semaine, mais il reste tellement fragile dans ce monde où l'économie gouverne. Merci aux camarades qui sont allés ce matin à Carrefour Market. Un homme à Concarneau nous a dit avoir honte. Non, il nous a dit, vous devriez avoir honte, là tous, vous devriez avoir honte. Et du coup, j'ai un peu réfléchi, et les otages du Hamas alors, et la pauvreté en France, vive Israël, voilà ce qu'on nous sortait. Non monsieur, moi j'ai pas honte. J'ai pas honte de manifester pour les 700 000 Gazaouis, parce qu'on nous dit 70 000, mais apparemment c'est beaucoup plus, parce qu'on n'a pas compté les victimes sous les décombres, on n'a pas compté les seuls comptages qui ont été faits, les 70 000, ce sont ceux qui ont été déclarés morts dans les hôpitaux. Mais tous les enfants morts de faim, tous les gens qui sont morts écrasés, tous les gens qui ont été tués et dont on ne retrouvera jamais les corps, ceux-là on ne les a pas comptés. Donc moi j'ai pas honte de manifester tous les dimanches pour les 700 000 Gazaouis victimes de cette guerre. Et pour ceux qui sont vivant dans le désert avec des enfants qui ont toujours rien à manger, sous-alimentés, mourant de faim à côté de tonnes de nourriture qui existent juste à quelques kilomètres. C'est un nouveau Vietnam, une guerre coloniale, une volonté de destruction totale d'un gouvernement devenu fou. Alors moi je réponds monsieur, je lui dis monsieur, je vais vous dire de qui j'ai honte. De notre gouvernement français. J'ai honte de nos élus locaux, sauf quelques-uns évidemment qui sont là aujourd'hui, merci à eux. J'ai honte de nos maires, de nos députés, de nos conseillers départementaux, de nos conseillers régionaux, de nos ministres, pour leur silence, leur inaction, leur manque de courage. J'ai honte car on devrait être tout le pays à se soulever, comme les Italiens, comme les Irlandais, les Estoniens. Le monde entier nous regarde et il est temps, plus que temps, de condamner ceux qui devraient avoir honte et qui ont perdu leur conscience humaniste.